Initialement décrite dans le domaine du sport, quand l'athlète Usain Bolt fend l'air défiant presque la pesanteur, ou encore dans l'expérience de création artistique lorsque le peintre est emporté dans un univers presque parallèle dans les recoins de son inconscient, le flow est cet endroit de l'individu où tout est possible dans l'expression de son plein potentiel, telle la rivière dévalant les plaines. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la fluidité, ou encore du flow, de l'expérience psychologique optimale, ou encore appelée la zone, dans le domaine du sport. Dans la mouvance de la psychologie positive, c'est Mihaly Csikszentmihalyi qui le premier lance une grande campagne auprès de milliers de personnes à travers le monde pour étudier le phénomène. Il en décrira les caractéristiques de ces moments magiques, presque divins, au cours desquels la vie prend tout son sens avec un sentiment d'accomplissement qui font d'elle une expérience heureuse. Je dresserai donc ici un rapide panorama du fruit de son travail que vous trouverez plus en détail dans son ouvrage intitulé Flow ou Vivre dans sa version française. Personnellement, j'ai eu accès à ces moments d'exception dans mes diverses activités telles que le théâtre, l'écriture ou encore même le coaching. Et vous, quels sont les vôtres? Alors, y a-t-il un prérequis pour retrouver cet état de fluidité? En premier lieu, il s'agit de bien se connaître, c'est-à-dire retrouver un alignement entre les différentes parties du soi, rassembler ce que Carl Rogers appelle la tête, le domaine des pensées, le cœur, l'aspect des émotions et le corps, tout ce qui concerne le ressenti, ce qu'il a appelé la congruence, c'est-à-dire être vrai, authentique, en empathie avec le monde qui nous entoure, être capable de manière intuitive d'identifier ce qui se produit à l'intérieur. Parce que bien souvent notre quotidien nous submerge, le fameux rythme métro-boulot-dodo, nous fonctionnons en réaction face au monde, dans un état de stress, dans un état de peur. Alors l'ego s'exprime et nous agissons dans un état de fermeture. Bien se connaître permet de mieux accueillir ces moments-là, c'est ce que l'on appelle les petits drapeaux rouges, de mieux les identifier et donc de mieux les laisser nous imprégner et de pouvoir les transformer vers un état d'ouverture. Donc d'un état de désaccord, de lutte, passer à un état de curiosité, d'enthousiasme, d'intelligence pour enfin accéder à un état beaucoup plus serein, apaisé et ensuite pouvoir nous insinuer dans des actions beaucoup plus positives. En tant que manager, il vous est tout à fait possible de recréer ces espaces de confiance dans lesquels vos collaborateurs auront toute la possibilité d'exprimer leur pleine puissance. Je fais notamment référence ici à un concept issu de l'analyse transactionnelle, les 3 P de Pat Crossman, c'est-à-dire la protection, créer le cadre nécessaire et suffisant qui sera sécurisant pour vos collaborateurs, qui générera la possibilité à chacun de prendre sa place, c'est-à-dire la permission, permettre d'être présent, disponible et aller jusqu'à la pleine puissance, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer toute sa créativité, tout son potentiel disponible, toute sa compétence. Mihaly Csikszentmihalyi a donc réalisé une étude auprès de milliers de personnes à travers le monde. Dans cette étude, il a fait parvenir un questionnaire qui demandait aux participants de décrire à des moments aléatoires grâce à un beeper qui sonnait de manière régulière à divers moments de la journée. Il devait décrire la situation dans laquelle il se trouvait, l'état émotionnel et l'état de production. Ainsi, les personnes, à certains moments de leurs activités, décrivaient un état de fluidité, un état de flow, dans lesquels Mihaly a pu faire émerger 9 caractéristiques. La première, les personnes décrivaient un état d'hyperfocalisation, c'est-à-dire un état de concentration maximum, un état de pleine conscience et de pleine disponibilité à la tâche. Et ensuite, les sujets décrivaient une perte de distance entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire que la cible visée était très claire, précise, l'objectif était clairement défini. Les participants décrivaient aussi un rapport détaché de l'ego, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enjeu de résultat par rapport à la tâche effectuée. Il y avait aussi une notion d'hyper-plaisir, d'hyper-satisfaction, avec une pleine maîtrise de la tâche réalisée. Quatrièmement, les personnes décrivaient aussi une distorsion de l'espace et du temps, avec une perte totale des repères, donc de l'environnement et de la durée consacrée à la tâche. Les sujets pouvaient avoir aussi bien passé 5 minutes comme plusieurs heures sans s'être rendu compte du temps passé. On parle donc aussi d'activité autotélique, c'est-à-dire que l'activité se suffisait à elle-même, sans enjeu quelconque par rapport à la réussite de la tâche. Il y avait aussi une notion de feedback immédiat, c'est-à-dire qu'il
Il y avait un ajustement parfait, une anticipation permanente des différentes étapes de la tâche et un ajustement permanent à chaque fois que l'individu estimait être sur une mauvaise route. Les personnes décrivaient, malgré une activité autotélique, un sentiment de réussite potentielle, c'est-à-dire malgré qu'il n'y ait pas d'enjeu par rapport au résultat, il y avait quand même cette sensation, ce sentiment que la réussite était à la clé de la réalisation de la tâche. Enfin, il y avait une perte de tous les autres besoins, tels que la faim, la soif. Plus rien n'existait, les personnes se décrivaient dans une bulle qui n'était consacrée que à la réalisation de la tâche en elle-même. Ensuite, Mihaly Csikszentmihalyi a décrit 4 étapes de la réalisation du flow. La première est une phase de lutte, c'est-à-dire comme le sportif de haut niveau, il y a nécessité d'acquérir un certain niveau de maîtrise, un certain niveau de compétence, qui nécessite une phase d'effort, une phase d'apprentissage, donc une phase de résistance. Puis une fois la maîtrise acquise, la deuxième étape est une phase de relâchement, c'est-à-dire une disparition des peurs, une disparition des contraintes et la naissance d'une notion de joie, de réalisation de la tâche qui découlait ensuite sur la notion de flow, de fluidité, de pleine absorption, de pleine concentration, de pleine capacité face à la tâche réalisée. Puis une fois la finalisation de la tâche, il y a une phase de redescente, une phase que je compare au baby blues, où il y a une phase dépressionnaire. Le corps a été mis à la tâche, nécessite une digestion. C'est dans cette phase que le cerveau est dans une phase d'apprentissage, mémorise l'ensemble des étapes qui ont été mises en place, l'ensemble du processus de réalisation de la tâche dans cet état de fluidité, qui sera disponible pour les fois suivantes pour la réalisation de cette même tâche. Alors, quel type de tâches permettent réellement d'accéder au flow? En fait, il s'agit d'être dans un dépassement de soi, c'est-à-dire qu'un niveau de compétence trop faible sur une activité avec un niveau de défi trop élevé engendre l'anxiété. A l'inverse, un niveau de compétence important sur une tâche avec un niveau de faible défi entraîne l'ennui. Le flow est atteignable dans des moments où la personne se sent dans la maîtrise de la tâche, mais avec un certain niveau de défi. Les scientifiques ont pu décrire qu'il fallait atteindre un niveau d'objectif supérieur de 4% par rapport aux possibilités, aux capacités de réalisation pour qu'il y ait une notion de challenge, de dépassement de soi suffisant. Enfin, je souhaitais vous décrire sur le plan neurologique, sur le plan neurochimique, ce qu'il se produit au niveau du flow, puisqu'il y a un véritable feu d'artifice avec un certain niveau, un certain nombre de déclenchements hormonaux où il y a une certaine effervescence. En fait, on peut citer un état hormonal qui serait proche du sportif dopé. Les scientifiques ont pu constater une augmentation de la noradrénaline et de la dopamine, qui sont des hormones de la focalisation, de la concentration et de la pensée sélective. Il y a aussi une augmentation de la sérotonine qui permet l'équilibre de l'humeur, une augmentation de l'endorphine, comme au moment de la performance sportive, qui était un analgésique, une hormone du bien-être. Il y a aussi une augmentation significative de l'anandamine, que l'on considère comme l'hormone du bonheur. Et enfin, une augmentation de l'ocytocine, décrite comme la love hormone, l'hormone de l'amour, de l'état amoureux. Je voulais vous indiquer un certain nombre de questions, de questionnements que vous pouvez vous poser, que vous pouvez instaurer face à vos collaborateurs pour retrouver ces états de flow, c'est-à-dire savoir quelles sont vos ressources, vos compétences, vos qualités, vos atouts, quelles sont les activités dans lesquelles vous retrouvez un état de pleine puissance, de pleine possession de vos moyens et des activités qui se font pour vous sans effort, quelles sont les ambiances, les environnements qui vous permettent de vous sentir suffisamment en sécurité pour exprimer totalement votre créativité. Voilà un certain nombre de questions. Je vous ai mis une liste disponible juste ici. Voici les éléments que je voulais aborder avec vous concernant le flow. La vidéo suivante sera elle-même consacrée au flow avec l'interview de Fanny Walter, qui est coach Chief Happiness Officer et qui a vécu 5 ans en Inde. Et merci à vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à cette chaîne, à liker cette vidéo et à aller visualiser le fruit du travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui.